D'accord, pas d'accord. Bienvenue à vous. Merci encore de votre fidélité tous les dimanches à 18h. Charlotte Dornelas. Bonsoir Charlotte, Bonsoir, journaliste chez Valeurs Actuelles. Face à vous cette semaine, Jean-Christophe Cambadélis. Bonsoir, merci d'être avec nous. Ancien premier secrétaire du Parti Socialiste. Voici sans plus tarder le sommaire. Ce n'est pas une première, mais c'est peut-être l'attaque de trop. La nuit dernière, le commissariat de Champigny a été attaqué au mortier. Deux policiers s'en sont sortis in extremis. Des scènes de guerre. On a voulu casser du flic, répètent élus et policiers. Quelle solution contre cette hyper-violence? On se posera bien évidemment la question de Champigny. À Saint-Ouen, le ras-le-bol des riverains, vous le verrez, l'amicale Charles Schmitt, qui regroupe des habitants de cette cité en Seine-Saint-Denis, touchée par le trafic de drogue, a décidé d'adresser une lettre ouverte aux acheteurs. Est-ce encore possible de réveiller les consciences? Le débat dans un instant, et puis qu'il soit au singulier ou au pluriel, le mot séparatisme pourrait purement et simplement disparaître de l'intitulé de loi contre l'islamisme au profit du mot laïcité. Que traduit ce changement sémantique? Un détail qui veut dire beaucoup, l'avis de nos deux débatteurs. Dans un instant, voilà pour le sommaire, d'accord, pas d'accord? Ça commence sans plus tarder avec ça. Voilà, une quarantaine de personnes ont donc attaqué la nuit dernière au mortier le commissariat de Champigny-sur-Marne. Deux fonctionnaires de police qui se trouvaient à l'extérieur ont juste eu le temps de se mettre à l'abri. Au final, 5 véhicules dégradés, une situation à peine croyable. La droite demande une sévérité exemplaire à l'image de l'ancien ministre de l'Intérieur. Écoutez Brice Hortefeux. De ce commissariat attaqué de manière incroyable au mortier, au cocktail Molotov, par une trentaine d'individus. Je pense qu'il faut qu'il y ait désormais, clairement, des peines planchées pour le premier acte commis à l'égard des dépositaires de l'autorité publique. Donc il faut une réponse pénale réadaptée. Il faut revoir le dispositif, mais c'est ça, c'était la peine planchée. C'est-à-dire que le petit abruti qui va s'en prendre un commissariat ou un dépositaire de l'autorité publique, qu'il sache qu'il n'y aura pas les circonstances, l'environnement, la naissance, savoir s'il avait eu du lait stérilisé ou pas, et ainsi de suite. Non, ça sera la peine qui sera appliquée. Voilà, que ça soit simple, clair et net. Alors cette attaque contre un commissariat, c'est loin, très loin d'être une première. Charlotte Dornelas, on paie des années d'inaction de l'État, d'abandon du terrain. C'est loin d'être la première fois, et c'est loin d'être la première fois à Champigny-sur-Marne en plus, puisqu'on l'avait vu même pendant le confinement, encore très récemment, et on avait vu des images peut-être encore plus violentes, effrayantes, avec cette policière au sol sur laquelle un groupe de jeunes tapait en 2018, je crois, enfin, c'était pendant la nuit du Nouvel An. Et en fait, la première réponse, alors effectivement, on peut évoquer la question de la réponse pénale derrière, savoir qu'il y a un sentiment d'impunité quand on s'attaque aux policiers, ça c'est une certitude, quand on s'attaque de toute façon de la délinquance en général, mais aux policiers peut-être en particulier. Là en plus un commissariat, c'est même pas des policiers esseulés comme on a pu le voir en début de semaine, c'est carrément le commissariat. Mais la première réponse, je crois, parce que dans les violences urbaines, ce qui est compliqué aussi sur la réponse pénale, il faut être un petit peu réaliste, c'est quand vous avez 40 personnes en pleine nuit avec une capuche sur la tête qui viennent attaquer un commissariat. La réponse pénale, d'abord il faut l'interpellation et ensuite il faut prouver devant le juge que c'était bien cette personne-là et pas une autre. Avec un tout petit peu de réalisme, on comprend pourquoi c'est difficile de poursuivre et pourquoi les violences urbaines sont peut-être encore moins traitées judiciairement que le reste de la délinquance. Mais la première question qu'on se pose, c'est de se dire pendant plusieurs minutes, il y a 40 jeunes qui attaquent un commissariat et rien ne se passe. Et que, en fait, quand on dit les quartiers de reconquête républicaine, vous savez, ces mots que tout le monde a employés depuis des années, on se dit, là, pour le coup, s'il y a bien une trace de la présence... Il en fait partie, celui-ci, hein. Justement, et c'est bien pour ça que je le dis, s'il y a bien une trace de la présence républicaine dans ce quartier-là, c'est le commissariat, et qu'en l'occurrence, la conquête, elle se fait que dans un sens, et que la seule chose qu'on dit aux policiers, alors là, j'ai pas eu accès aux ordres qu'ils ont reçus pendant la nuit, mais on le sait bien, à chaque fois qu'il y a des violences urbaines, c'est surtout de ne pas intervenir pendant les violences, pour éviter que ça s'embrase, nous dit-on, ou parce que la simple présence d'un policier pourrait être vue comme une provocation par ceux qui attaquent. Donc il y a d'abord la question de la réponse, et on le voit non seulement dans l'attaque d'un commissariat, mais plus largement quand il y a des guet-apens vers les pompiers, la police, etc., où on demande à la police de reculer. C'est quand même un signe qui est envoyé à ces jeunes-là qui est assez affligeant. Et la deuxième question, c'est effectivement la réponse pénale. Et quand j'entends le débat qui revient, alors là, c'est sur les peines planchées,
On pourrait répondre, je pense que Brice Hortefeux a raison sur la question de l'automaticité de certaines peines. En l'occurrence, c'est effectivement le gouvernement sous Nicolas Sarkozy qui met en place les peines planchers qui sont... Alors, du coup, j'ai cherché les peines planchers, pourquoi la gauche les avait retirées quelques années après. Parce que tout simplement, dans tous les cas où la peine plancher pouvait être prononcée, les juges n'appliquaient que 38% des cas appliqués. Donc on avait l'avocat général de la Cour de cassation qui nous avait dit finalement ça ne sert à rien. Donc il faut quand même rétablir aussi l'ordre des priorités entre qui décide dans ce pays de la politique pénale, le politique ou les juges, ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'on pourrait répondre à Brice Hortefeux qu'un an après, Rachida Dati nous expliquait que toutes les peines en dessous de 2 ans n'allaient pas être, allaient être aménagées et qu'il y a aussi la réponse du répressif, la prévention, ça tout le monde s'en occupe en permanence, sans doute très mal, mais la question de la répression tout court et que son gouvernement n'a pas construit plus de places de prison que les autres. Faut un tour de vis ou pas, Jean-Christophe Cambadélis, et notamment le retour des peines planchers? D'abord, il faut condamner fermement parce que c'est inadmissible. On ne peut pas en France attaquer des commissariats de police au mortier avec je ne sais quoi. Ce n'est pas possible de l'accepter. Après, il y a un certain nombre de mesures à prendre. Une prise de conscience d'abord, que nous sommes face à un phénomène de prolifération de bandes et que notre dispositif policier n'est pas adapté à cette situation qui n'est pas tout à fait nouvelle, mais qui devient de plus en plus préoccupante, souvent autour des questions de trafic de drogue, mais pas simplement. L'impunité d'un quartier, c'est mon quartier, tu n'as pas le droit d'y rentrer, tu as, en l'occurrence, arrêté de jeunes avec des scooters, ça m'appartient. C'est une espèce de situation où les bandes, aujourd'hui, estiment qu'une parcelle du territoire leur appartient. Alors, par rapport à ça, je pense que la grande erreur que nous avons faite, parce qu'il y a la continuité de la politique, je ne veux pas ici créer des polémiques qui n'ont pas lieu d'être, c'est d'avoir abandonné la police de terrain et la police de proximité. Je m'explique. Qu'est-ce qu'il manque là? C'est le renseignement. Parce que ces 40 qui ont attaqué, on n'est pas à 40 à attaquer un commissariat sans que ça se sache dans la cité. Et donc, il n'y a pas de renseignement. On s'est coupé du terrain. On s'est coupé de la possibilité d'être au plus près de ces bandes. Donc, première question, rétablir la police de proximité pour pouvoir être au plus près des méfaits et connaître ceux qui les font. Emmanuel Macron va vous dire que c'est le cas en ce moment. En tout cas, c'est son souhait. Oui, mais on est dans une situation où on n'a pas de stratégie vis-à-vis des bandes. Deuxième point, je pense nécessaire, proposition que j'ai faite avec un certain nombre de responsables, c'est la généralisation des polices municipales. Je m'explique. À partir du moment où vous aurez les polices municipales qui s'occuperont de ce dont s'occupent les polices dans les quartiers, celles-ci seront déchargées et pourront se concentrer sur la question des bandes. Enfin, troisièmement, il y a une réorganisation nécessaire de l'ensemble du ministère de l'Intérieur. Aujourd'hui, vous avez 10, 12, 14, 15, 16, 17 offices qui sont côte à côte et qui se concurrencent et qui ne se concentrent pas sur la question essentielle aujourd'hui, encore une fois, qui est ce phénomène de bande qui vient s'imposer dans la République. Donc, il faut se réorganiser, être auprès du terrain et être en capacité d'avoir des renseignements pour frapper et démanteler ces bandes. Alors, je suis d'accord sur les moyens, mais je pense qu'on se perd aussi à ne voir le problème qu'en question de moyens. Je m'explique d'abord quand vous... Non, mais vous dites... C'est un problème d'organisation, c'est tout. Un problème d'organisation et de moyens, puisque si on veut rétablir une police de proximité, c'est rétablir même le nombre de fonctionnaires sur le terrain. D'ailleurs, à Champigny-sur-Marne, les policiers l'ont dit directement, il y a eu une réduction drastique même du nombre en place de policiers ces dernières années. Mais d'abord, sur votre première phase, quand vous dites, comme d'ailleurs beaucoup de responsables politiques, on ne peut pas accepter ça, mais le fait est qu'on l'accepte toute la journée. C'est eux qui gagnent à chaque fois. C'est de plus en plus récurrent. Oui, mais dire donc, cela ne fait pas avancer le problème. Je ne dis pas que ça fait avancer le problème. Évidemment, je dis simplement... vous ne voyez pas quand même des hommes politiques qui disent « Oh bah écoutez, on ne peut pas faire autrement, c'est comme ça, c'est la vie, il faut s'y faire, etc. » Évidemment que le responsable politique est responsable. Il est normal que vous le disiez, mais la seule chose, c'est par quels moyens, pour le coup, vis-à-vis de ces bandes, on n'accepte plus ça dans les faits. Or,
quand vous me parlez de la police de proximité en me disant qu'elle pourrait nous aider à connaître ceux qui font ça, vous allez dans n'importe lequel de ces quartiers, la police vous dit on les connaît très bien. On a une liste, c'est quelques-uns qui gèrent les bandes, qui les organisent. La seule chose, c'est que la police toute seule, à chaque fois, nous, évidemment, nous, citoyens, on se dit à chaque fois, mais comment est-ce que la police ne peut pas régler ça? Le problème, c'est que la plupart du temps, la police vous dit, mais nous, le travail se fait, et c'est en amont un manque de courage politique, et en aval une réponse pénale qui est soit insuffisante pour des questions de moyens, parfois de nombre de dossiers qui sont sur les bureaux des magistrats, parfois par idéologie, et parfois tout simplement parce que la loi ne suit pas. On pourra en parler tout à l'heure quand on parlera des dealers à Saint-Ouen et de la question plus particulièrement de la drogue. Il faut tout simplement se pencher sur pas la difficulté, mais pendant des années, comment la procédure pénale s'est surchargée à force de loi, à force de vouloir étendre encore un peu plus les droits de la défense, que les policiers vous disent c'est très simple, notamment sur le terrain de la drogue ou de la grande criminalité. À une époque où on faisait, je ne sais pas, je dis n'importe quoi sur les chiffres, mais on faisait une dizaine de dossiers dans l'année, aujourd'hui on peut en faire que 4. Donc il y a un problème administratif, il y a un problème de procédure pénale, il y a un problème d'extension des droits de la défense et pas du droit de la charge, on va dire, entre guillemets. Il y a un problème de surcharge, évidemment, des magistrats et des policiers. Il y a un problème de surcharge carcérale. Il y a un problème de cohérence même de la politique pénale. Et vous avez des magistrats qui vous disent aujourd'hui, le lundi, on nous demande d'être extrêmement répressif, le mardi de mettre en prison, le mercredi de libérer, le jeudi d'aménager des peines. Les magistrats vous le disent quand même. Oui, certains magistrats vous le disent. Ils exagèrent peut-être un peu. Mais vous voyez bien que la question, elle est aussi budgétaire. Vous dites, à juste raison, il faut des moyens pour pouvoir mettre les forces de police sur le terrain. Il faut des moyens pour que la procédure pénale soit supportée par les juges. Il faut des moyens pour les prisons. Donc il faut, quand on veut se concentrer sur cette plaie, parce que ça devient une plaie dans notre société, qui est la montée de la violence, à tout point de vue, eh bien, concentre les moyens sur cette question-là. Il y a une nécessité, entre guillemets, républicaine d'assumer la paix sociale, la paix dans l'ensemble de ces quartiers, parce que les gens ne le supportent plus, parce que les Français qui regardent ces événements, qui ne les vivent pas, mais qui les regardent tous les jours, ne le supportent plus, et qu'on a une société, la société française, qui est en train de dériver devant cette impossibilité de régler ce problème. Donc, je reviens à mon sujet. Oui, les policiers, dans leur commissariat, connaissent ici ou là quels sont les leaders, les petits caïds sur le plan qui veulent faire régner la voie. Ils ne le savent pas trop. Quand vous prenez une situation dans les quartiers nord de Marseille, tous les jours il y a des meurtres, enfin tous les jours j'exagère, il y en a moins en ce moment, et tant mieux. Il y a des meurtres, c'est pas pour autant qu'ils savent qui a pris le haut du pavé dans tel ou quel endroit. La question en police du renseignement est la question essentielle. Et si vous n'avez pas de renseignements, vous avez une police qui n'a pas d'oreille, n'a pas d'yeux, et ne sait pas où frapper en tous les cas. Après, oui, et après, il y a un certain nombre de peines, mais si la société est mobilisée pour casser les bandes quelles qu'elles soient, elle trouvera aussi les moyens, je dirais sur le plan pénal, pour y faire face. Les questions des peines blanchées, pour moi, ne règlent absolument rien nos problèmes. Vous l'avez dit tout à l'heure, puisque la moitié ou les 3/4 n'étaient pas appliqués. C'est le refrain habituel à droite, sans surprise, c'est ça? Oui, c'est le refrain. Mais c'est pour ça, je pense que M. Hortefeux a été ministre de l'Intérieur. Je pense que l'on ne sort pas des chantiers, des terrains battus, des chantiers battus. On est toujours... c'est un espèce de réflexe pavlovien, c'est-à-dire que la droite va dire il faut des mesures qui soient plus fortes et qui dissuadent le petit délinquant de faire quelque chose. Ça n'a jamais dissuadé personne, sinon il n'y aurait pas de vol et il n'y aurait pas d'agression dans notre pays, parce que les gens savent la peine qui est encourue. Bon, ni même de meurtres, parce qu'il y a une augmentation du nombre de meurtres aujourd'hui dans notre société. Bon, mais ça n'empêche pas. Et puis, donc, la gauche serait censée dire, mais non, il y a une question sociale derrière, il faut traiter la question sociale pour régler le problème en amont. Non,
il y a un problème en tant que tel qu'il faut traiter en tant que tel avec des moyens de police qui soient adaptés aux problèmes auxquels on est confronté. On a voulu casser du flic, dit le maire de Champigny. C'est aussi le sentiment de Valérie Pécresse, la présidente de la région Île-de-France, qui s'est rendue sur place. Écoutez. Les scènes auxquelles nous avons assisté hier sont des scènes de guerre intolérables. Et vous le savez peut-être, mais ici, au Bois-l'Abbé, le commissariat a été cofinancé par l'État et la région Île-de-France, puisque c'est un site sensible que nous avions identifié. Et je suis venue évidemment me rendre compte que le sas de sécurité de l'entrée que nous avions installé il y a quelques mois a été bien utile pour protéger nos policiers. Donc moi je le dis, aujourd'hui, on ne doit pas pouvoir venir casser du flic dans la République. Et donc j'appelle le ministère de l'Intérieur, j'appelle le ministère de la Justice à des sanctions exemplaires et à nous apporter aussi temporairement les renforts d'effectifs nécessaires. Voilà, le fameux sas dont parle Valérie Pécresse, qui a sauvé très certainement la vie de ces 2 agents de police qui étaient, alors on peut le dire, sortis tout simplement fumer une cigarette, qui ont été surpris, qui se sont rapidement partis se réfugier dans ce sas. Ça leur a très clairement sauvé la vie. La prochaine étape, c'est quoi? Parce que là, il y a ce sas. Mais la prochaine étape, c'est c'était il y a 3 jours, il me semble. La prochaine étape, c'est qu'ils vont très certainement répondre. Écoutez, quand vous voyez qu'on peut mettre le feu à une voiture de police alors qu'il y a des policiers à l'intérieur, il n'y a pas une volonté de tuer là dans cet objectif. On est dans la logique actuelle de la violence pour la violence qui n'a pas d'autre but que d'exercer la violence. Là, en l'occurrence, c'est pas simplement une violence pour la violence, c'est une violence pour la vengeance. Parce que la police avait fait son travail et arrêté de jeunes gens ou poursuivi de jeunes gens en scooter. Donc il y a une prise de conscience à avoir que nous sommes dans un dérapage incontrôlé de notre société, que c'est dans de nombreux quartiers, il n'y a pas que celui-là. Il y a quelques semaines, François Rebsamen, le maire de Dijon, m'expliquait ce qui se passait, comment ça s'était passé enfin, vous vous souvenez-vous, comment c'était des scènes de guerre dans sa ville, avec, encore une fois, une bande qui en affronte une autre, pour des raisons assez obscures, et au fond, on est au courant de rien. Les bandes qui étaient venues de plusieurs pays en plus. Hein. Oui, et en plus, mais on est au courant de rien. Et le renseignement est à ce point, fait à ce point défaut qu'on n'est pas capable de prévenir, puisque là, il y avait un phénomène aussi de vengeance d'une bande par rapport à une autre. Donc, il faut prendre conscience de ce problème-là. Il ne faut peut-être pas en faire une polémique à chaque fois où chacun sort son attirail idéologique. Et puis, il faut dire, c'est une priorité républicaine. Il faut que la police soit réorganisée en fonction de cet objectif, se donner des moyens de renseignement. On oublie, certes, on n'a pas mis de police de proximité, eh bien on oublie, maintenant on y revient, et ça, M. Darmanin devrait faire le tournant dans ce sens. Jean-Christophe Cambadélis, Charles Dornelas, on dit quoi ces gens-là? Choqué, on ne trouve pas les mots, on a peur pour nos enfants. Pour moi, c'était très choquant. On a peur, on n'ose pas sortir beaucoup, bien sûr. Oui. Et ça fait 40 ans que je suis là, madame. Bon, j'ai cru que c'était des feux d'artifice et je ne comprenais pas trop. Alors, ce matin, je dis, bon, j'allume la télé, je vois ça, je dis, ah, mais j'ai cru que c'était à la mairie. Mais je regarde Bois-l'Abbé, donc du coup, je descends et je viens voir ce qui s'est passé. Mais bon, on va dire Dieu merci parce qu'il n'y a pas trop de dégâts, il n'y a pas de morts. Mais c'est traumatisant quand même. Impossible de rassurer ces gens aujourd'hui. Il faudrait pouvoir le faire quand même parce que ça fait des années que ça dure et là où je vous rejoins, je suis absolument d'accord sur la nécessité du renseignement, mais très honnêtement, que ce soit à Dijon, en plus Dijon c'était quand même un quartier où on avait déboursé des dizaines de millions d'euros dans la réfection. Agressé, là. Non, mais dans la réfection du quartier, donc effectivement, mais je dis ça pour aller plutôt dans votre sens, que simplement la seule réponse qui est sortie à chaque fois, soit sur les peines planchées, soit sur la question sociale, soit sur le chômage, soit sur les peines je ne sais pas quoi, elle est insupportable dans la mesure où on voit bien que c'est une refonte de toute la question. Alors, ça pourrait partir, même si c'est tout un programme politique, en réalité ça part de l'école avec la justice, la police et toute la gestion de la société. Mais tout simplement, dans ce quartier-là, le maire de
Champigny, a dit, je suis quand même étonnée parce que c'est précisément un quartier de reconquête républicaine dans lequel on avait commencé à faire des ateliers avec la police. Quand on voit ces habitants-là, on voit bien, il y a une autre chose dont il faudra prendre conscience, c'est que certes les renseignements c'est une chose, mais les policiers, à chaque fois qu'il se passe ce genre de choses, finissent par nous dire, nous la chose qui nous étonne le plus, c'est que ça continue à vous étonner en fait. Nous on le sait depuis des années que ça se passe comme ça, que ce soit à Dijon, que ce soit là à Champigny, quand il y a des guet-apens, nous c'est vrai qu'on a des mots... Le commissariat, là, pour préciser, est accollé à cette barre d'immeuble, effectivement. C'est ça. Il est vraiment donc, au sein de ce quartier. Nous, effectivement, quand on a des mots, vous l'avez rappelé tout à l'heure... Il y a 10 000 logements. Le commissariat est accolé à 10 000 logements. Dans les 10 000 logements, ce sont que des gens en difficulté, pauvres, qui ont du mal à s'en sortir et qui ont du mal à contrôler leurs propres enfants. On a concentré toutes les difficultés au même endroit. Et après, on est là, on fait des discours, on s'étonne. Mais c'est clair qu'on a construit, en France, on a construit des bombes à retardement dans les quartiers, ce qu'on appelle les quartiers aujourd'hui. On s'en est occupé. Il y a à gauche comme à droite ? Mais oui, il y a une politique de la ville qui a été ce qu'elle a été. On a déversé beaucoup d'argent. On a refait les cages d'escalier, les boîtes aux lettres, avait déjà dit Michel Rocard en son temps. Ça, on l'a fait. Mais on a gardé la concentration. Tant qu'on ne s'attaquera pas à cela, tant qu'on n'aura pas une nouvelle mixité sociale, mais vous aurez toujours les mêmes problèmes. Alors ça, c'est le côté gauche, on va dire. C'est attaquons-nous aux raisons qui créent ces difficultés, mais ce n'est pas suffisant, parce que, vous avez raison, à Dijon, il y a eu une politique qui a été menée dans la direction de ces quartiers, les réhabilitations ont été extraordinaires, mais ça n'a pas empêché les problèmes. Donc il y a une difficulté auquel il faut se confronter aujourd'hui. Non mais en fait, sur la question de cibler en fait qui pose problème, parce que il y a effectivement, on peut revenir aux raisons, on pourrait même élargir en disant qu'on a fait venir trop de gens, qu'on a mis peut-être au même endroit, mais surtout on a fait venir trop de gens et que l'intégration et l'assimilation dans ce pays ont été absolument impossibles. Ça, c'est la première chose. Je pourrais ajouter ça, moi, pour vue de ma fenêtre, aux raisons initiales. On pourrait en discuter pendant des heures. Mais quand vous voyez ces gens-là, ils sont dans la même situation, or ils ne basculent pas là-dedans. Donc il y a un moment, il faut aussi qu'on accepte que certains nous font la guerre et qu'il faut répondre par la guerre. Et c'est pour ça que je disais ça en tout premier lieu, c'est qu'on pense tous immédiatement à pourquoi est-ce que ces jeunes ou moins jeunes, je ne sais pas quel âge ils avaient en l'occurrence, mais se permettent ça, permettent de s'attaquer à un commissariat, permettent il y a 3 jours de tabasser à mort des policiers qui, Dieu merci, ne sont pas morts, mais dont un est encore entre la vie et la mort. Comment est-ce qu'ils se permettent ça à Herblay? Comment est-ce qu'ils se permettent ça? Et tout à l'heure, vous disiez, si la réponse pénale était suffisante et pour les crimes ou même pour les délits ou pour la délinquance, ça se saurait dans le pays, je vous réponds non précisément puisque la réponse pénale n'est d'abord pas toujours à la hauteur et surtout on sait que l'application des peines pose énormément de problèmes dans ce pays. C'est pour ça que je rappelais à Brice Hortefeux, s'il nous écoute, cela au début, que Rachida Dati, sur les petites peines entre guillemets de moins de 2 ans, ce qui est pour prendre 2 ans de prison, il faut quand même y aller, soit systématiquement aménagées, en tout cas qu'on observe systématiquement, au bout d'un moment, quand vous faites un petit délit et que vous n'êtes jamais puni, eh ben les délits grossissent, en tout cas chez certaines personnes. Or, moi, ce qui me choque le plus dans ces images-là, en premier lieu, c'est qu'un commissariat est attaqué pendant de longues minutes et qu'il n'y a aucune riposte. Et qu'on le sait parce qu'à chaque fois qu'il se passe quelque chose comme ça dans les banlieues, les policiers vous racontent à la sortie que l'ordre a été de ne pas intervenir pour ne pas envenimer la chose. Et ben à la fin, ils savent très bien que personne ne va intervenir pour ne pas envenimer la chose et que derrière, ils ne seront pas nécessairement retrouvés parce que c'est très compliqué de le faire et que donc, il n'y aura pas de riposte. C'est pour ça que je vous disais, les policiers, ils vous disent, nous, même quand on arrête des gens, quand on les prend en flagrant délit, qu'on les arrête, qu'ils passent au tribunal et qu'il y a un rappel à la loi parce qu'il est trop jeune, ou un rappel à la loi parce que ça n'est que la 2e ou que la 3e fois, qu'il y a une peine mais qui en fait n'est pas appliquée et qu'on les voit ressortir 3 jours après, qu'ils viennent nous narguer devant le commissariat, ça, il y a bien un problème. Là où je suis parfaitement d'accord avec vous, c'est que le côté sortir une mesure au moment où il y a un fait divers, c'est insupportable et malheureusement, notamment sur le terrain de la sécurité, le pays a été géré comme ça pendant de longues années. On se souvient du fait divers qui fait sortir une mesure à chaque fois au ministre de l'Intérieur, quel qu'il soit, mais par contre, revoir la chaîne pénale et l'application des peines me semble être une urgence absolue, et notamment vis-à-vis de la police. Chacun son urgence. Pour moi, l'urgence, c'est la police de proximité, la police municipale, appelez-la comme vous voulez. Bon, mais on ne peut pas dire que la privation de liberté ne soit pas une peine. Elle l'est.
Et je dirais, il faut faire attention. Il faut connaître aussi la psychologie des bandes. Quand vous ressortez de prison, vous êtes un caïd. C'est valorisant. C'est terrible de dire ça. Oui. Mais c'est valorisant parce que vous êtes passé, vous avez fait votre baptême du feu. Donc il faut... La prison ne fait plus peur, l'uniforme non plus. La prison, elle fait peur, évidemment, parce que personne ne va de gaieté de cœur se retrouver... La prison, elle fait encore peur aujourd'hui ? Bien sûr qu'elle fait peur, mais ne pensez pas que tous ces jeunes, etc., n'ont pas peur de la prison. Ils sont inconscients de beaucoup de choses, mais pas de terminer en prison. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils courent assez vite et que les policiers ont du mal à les rattraper, parce qu'ils n'ont pas envie de se retrouver en prison. Mais c'est, je dirais, malheureusement, on a traité le problème soit en cherchant à alourdir les peines, soit en disant que c'est la question sociale et qu'il faut la traiter. Tout ça est vrai, mais ça ne règle pas le sujet. Donc, il faut peut-être faire autrement. Il faut une stratégie politique, républicaine, pour s'attaquer au mal et aux racines du mal, être dur avec les racines du mal et être dur avec les délinquants. Toi qui viens te procurer ta drogue, c'est comme ça que commence une missive, une lettre qui a été écrite par des riverains du côté de Saint-Ouen. Pourquoi ? On vous explique tout dans un instant. Vous restez avec nous, d'accord, pas d'accord ? D'accord, pas d'accord. La deuxième partie, Charlotte Dornelas face cette semaine à Jean-Christophe Cambadélis, ancien premier secrétaire du Parti Socialiste. Toi qui viens te procurer ta drogue, des riverains qui écrivent aux clients des dealers à Saint-Ouen, l'amicale Charles Schmitt, qui regroupe des habitants de cette cité particulièrement touchés par le trafic de drogue, a décidé d'adresser une lettre ouverte aux acheteurs. Cette missive, publiée, vous le voyez sur Facebook, placardée dans certains halls d'immeubles, qui s'achève ainsi: ne viens plus chez nous, tu n'es pas le bienvenu. Bref, ras-le-bol des guetteurs, des trafiquants et surtout des allers-retours incessants. Écoutez ce témoignage signé Jeanne Cancard avec Fabrice Elsner. J'ai vu une inscription sur ma porte un jour. J'ai tellement eu peur, je ne sais même pas s'ils ne m'avaient pas menacé de mort. J'ai peur, je suis toute seule, je ne fais jamais attention à eux. Je ne les regarde pas, je ne leur parle pas. Ils sont assis sur l'escalier. Les clients attendent dans l'escalier. On déménage si on ne veut pas accepter. On se demande si cette lettre peut éveiller les consciences. Non mais ça crève le cœur quand on déménage si on ne veut pas accepter. Moi je me dis, bon, ok, on a abandonné tous les gens qui méritaient la protection de ce pays. En fait, la phrase, je la trouve absolument insupportable. Je comprends évidemment. Le problème, c'est que souvent, ils ne peuvent pas déménager. Et que souvent, ils ne peuvent pas déménager. C'est évidemment le problème. Maintenant, là, c'est un peu comme ce qui s'est passé précédemment. Alors, je comprends évidemment la colère de ces gens-là. Ils ont raison de l'exprimer et de l'exprimer de plus en plus fort parce que si c'est invivable, nous devons le savoir et surtout les responsables politiques doivent le savoir. Mais là encore, on ne peut pas réagir simplement à la réaction des riverains. Il faut voir dans son intégralité quel est le problème dont ils souffrent là en l'occurrence. C'est la question du trafic de drogue et comme vous le disiez tout à l'heure, je crois que la criminalité en France, en tout cas la criminalité grave en France aujourd'hui, elle est dessinée par le trafic de drogue. Et on a un problème majeur, je crois, pour le traiter, c'est que, encore une fois, il faut trouver, pour revenir à la question des peines, il faut trouver des peines qui soient plus graves qui soit plus pesante, on va dire, que ce que le trafic rapporte. Or, on sait aujourd'hui en France que ça rapporte des millions et des millions et des millions d'euros. Donc, il y a des gens qui peuvent se prendre toutes les peines du monde telles que l'échelle des peines la prévoit aujourd'hui en France, pour qui ce sera toujours plus rentable de risquer ces peines-là que d'arrêter le trafic. Ça, c'est pour le dessin global. Maintenant, quand on se penche sur le détail de la gestion du trafic de drogue, comment est-ce qu'on le gère en France ? Il y a une première chose, c'est que là, ça se passe à Saint-Ouen, donc à côté de Paris. Il y a une incohérence. Tout à l'heure, je parlais encore de cohérence. Moi, je crois qu'à chaque fois, c'est le problème. On a, dans Paris, ouvert il y a quelques années, sous les applaudissements de beaucoup de gens, des salles de shoot. Or, alors, je comprends bien l'idée, c'est que comme il y a des risques sanitaires quand on shoot, on va aller dans une salle et comme ça, on peut être sous surveillance. Mais pour arriver dans une salle de shoot, il faut se fournir le produit. Donc, il faut, par exemple, aller embêter ces gens-là, aller organiser, alimenter et entretenir ces trafics-là et la violence qui va avec pour pourrir la vie des gens dans ces quartiers-là. Maintenant, si on regarde, il y a effectivement la question que j'évoquais tout à l'heure du travail même de la police sur ces réseaux-là, alléger la procédure pénale, en gros, et avoir une réponse pénale de l'autre côté. Il y a la question de l'administratif, évidemment, qui pèse sur tous les services du pays, mais en particulier sur la police. Mais il y a surtout aussi la question de la gestion des flux de drogue. Pourquoi est-ce que je dis ça ? Parce que pendant le
le Covid, nous avons vu quelque chose de très intéressant. La drogue ne rentrait plus en France. Et certains, très peu par rapport à d'habitude. Et certains commentateurs ont dit, c'est magnifique, ce virus a réussi à faire ce que l'État n'arrivait pas à faire. Eh bien, cette réponse est évidemment absurde. Ce n'est pas le virus qui a empêché la drogue de venir, mais bien la décision politique de fermer les frontières en raison du virus, certes, alors de les fermer ou simplement de contrôler ce qui rentre et qui sort. Alors, il y a évidemment une question diplomatique ou géopolitique avec les pays importateurs de drogue ou même générateurs de drogue. Je pense notamment au Maroc parce que c'est souvent évoqué et que la France ne discute pas de ces questions-là avec le Maroc, mais je pense même aux frontières intérieures. On sait que depuis 2015, en gros, il y a énormément de cocaïne qui passe par la Guyane, donc par nos frontières intérieures, et qu'il n'y a pas la force de police créée, il n'y a pas les moyens qui sont donnés, ou en tout cas même une brigade à la limite particulière qui est créée pour gérer ça. Donc oui, il y a la question de savoir ce qui se passe, ce qui va et vient sur le territoire français en l'occurrence. D'abord, une petite rectification. Pendant le Covid, le problème n'était pas l'entrée de la drogue, mais le fait que les consommateurs ne se pouvaient pas aller la chercher. Non, mais la drogue ne rentrait plus. Mais il y a des stocks assez importants. Vous aviez qu'à voir les prix, ça montait ou ça descendait, donc il y avait bien un problème de stock. Mais je pense que cette lettre, elle est à la fois poignante et elle donne une indication. C'est-à-dire que les gens du quartier, les gens de cet immeuble, ne s'adressent pas aux dealers. Ils s'adressent aux consommateurs. Ils ne veulent pas s'adresser aux dealers parce qu'ils en ont peur. Elle l'a dit, cette dame. Elle l'a très bien dit. Hein j'en ai peur, je ne les regarde pas, je passe au milieu de... on connaît ça, hein, je passe dans mon hall, je ne les regarde pas, je ne vais même pas prendre chercher mon courrier parce que j'ai peur. Bon. Et il y a des gens qui vivent comme ça. Et dans des tours, c'est tous les jours la peur au ventre qu'on rentre chez soi. Et ça commence très tôt le matin, je peux vous dire que nos relecteurs peuvent en témoigner. Mais évidemment, je le sais bien, j'ai connu ça dans un certain nombre de quartiers. Et donc, il s'adresse aux consommateurs. Bon. Et si on mène une politique, et on va finir par la mener, je l'espère, globale pour retrouver la paix nécessaire et donc s'attaquer au cœur du problème, c'est-à-dire la question de la drogue, il faudra s'intéresser tout à la fois aux dealers et tout à la fois aux consommateurs. On l'a fait sur la prostitution, on a commencé à le faire sur la prostitution, il faut le faire sur la question de la drogue. Il n'est pas... si vous voulez réduire ce phénomène, il faut se poser la question de la légalisation du cannabis pour casser le dispositif économique. Il faut se poser la question. Il faut être en capacité d'avoir un service de renseignement. Et sur la drogue, on l'a à travers les douanes. Et on fait des prises qui sont remarquables. Et on démantèle des réseaux, mais qui sont tout de suite reconstitués par d'autres derrière, évidemment. On doit traiter la délinquance sous la forme de l'affrontement entre les bandes. Et on doit être... La gauche est décomplexée sur toutes ces questions aujourd'hui ? Elle a toujours, depuis le débat Gaston Defferre, Badinter, je suis désolé, parce que là, ça ne remonte pas seulement à Emmanuel Valls. Je reviens, mais bien avant Manuel Valls. Je ne suis même pas sûr qu'il était dans le camp de Gaston Defferre à l'époque, il était très jeune, mais plutôt dans celui de Badinter. Mais donc, ce débat-là, il a été traité, il y a eu les assises de Villepinte avec Jospin et Jean-Pierre Chevènement, il y a bien longtemps que... Nos maires traitent ce problème au quotidien, en essayant de créer des conditions sanitaires ou des conditions dans les quartiers, en utilisant, si aujourd'hui, alors que la gauche y était hostile, on est plus favorable à la police de proximité, à la police municipale, c'est bien qu'on a compris qu'il fallait aussi avoir une dimension répressive dans ce domaine. Vous n'avez pas de la question de la légalisation du cannabis, mais quid de l'héroïne ou encore de la cocaïne, hein, c'est énorme aujourd'hui aussi. C'est un sujet, mais je dis, on prend les problèmes généralement point par point. Alors on dit c'est la justice, on dit qu'il faut augmenter les peines, mais à partir de là, on se dit mais mince, il n'y a pas de place dans les prisons. Donc il y a la surpopulation carcérale, c'est un sujet, etc. Il faudrait construire des prisons, mais on n'a pas les moyens. Et hop, on revient, les policiers qui se retrouvent dans une situation où ils arrêtent les uns, ils les remettent aux juges, qui les jugent et qui n'ont pas de moyens pour les mettre. Bon, on va sortir de cette folie. À un moment donné, on va faire, je ne sais pas quoi, le Grenelle de la sécurité urbaine.
On va faire le Grenelle contre les violences. On va réussir à mettre tout le monde autour de la table pour trouver une stratégie commune. Et peut-être que dans cette stratégie... C'est mal parti quand on entend les discours du ministère de l'Intérieur et ceux, effectivement, de la justice. Mais le ministre de l'Intérieur, c'est très bien, il est extrêmement fort dans les mots. On voudrait qu'il soit fort dans les faits et qu'il fasse de cette question-là une question nationale. Il y a la nécessité aujourd'hui, au minimum, de réunir l'ensemble des acteurs. Le président de la République devrait le faire. Ce n'est pas normal que le président de la République ne soit pas intervenu après les violences que nous avons vues hier à Champigny et avant-hier à Rabelais. Ce n'est pas possible. Il faut aujourd'hui dire ça suffit, on se met autour d'une table et on commence à régler le problème. Charlotte. Moi, je vais vous dire une chose. Depuis que je suis née, j'entends des responsables politiques, quels qu'ils soient, sortir le lendemain et dire que ça n'est pas possible. Or, c'est ce que je vous disais depuis tout à l'heure. Depuis que je suis née, c'est possible tous les 2 jours dans ce pays. Oui, mais ce n'est pas pareil. Ce n'est pas pareil si vous avez des responsables politiques comme moi, qui ai commencé mon propos en vous disant ça, et si c'est le président de la République, ou si le président de la République ne souhaite pas intervenir sur ce sujet, le Premier ministre, qui fait une déclaration et qui dit voilà, on va s'en donner les moyens, et voilà, ce sont les moyens que nous allons nous donner. Enfin, c'est pas possible dans ce pays de mettre tout le monde autour d'une table pour pouvoir traiter ce problème qui pourrit la vie républicaine. Mais c'est déjà fait. Le problème, c'est que ça ne sont que des allers-retours sur tous les sujets. Rien n'est pensé de manière globale, encore une fois. C'est ce que je disais tout à l'heure, notamment entre la justice et la police. Et pardonnez-moi, mais ça n'est pas entre Dupond-Moretti et Darmanin que ça va s'arranger, puisqu'ils s'écharpent à chaque fois qu'ils ouvrent la bouche. Bon, mais pour réagir à ce que... non, mais en tout cas, sur la ligne de fond, excusez-moi, quand on prend Darmanin d'un côté et Dupond-Moretti de l'autre, ne serait-ce qu'en termes de philosophie, de gestion de la police et de la justice dans ce pays... Il y a un Premier ministre, il y a l'arbitré, et puis voilà, à partir de là... J'attends de voir l'arbitrage, mais en 2 ans, ça me paraît compliqué. On accepte l'arbitrage du Premier ministre, ou on s'en va, disait un ancien ministre de l'Intérieur. Apparemment, ils restent tous les deux et ils disent chacun leur tour ce qu'ils ont envie d'en penser, comme ça on ménage la cervelle chaude. Mais vous vous rendez compte, voilà où nous en sommes. Il y a aujourd'hui des violences, elles sont médiatisées et en boucle sur toutes les chaînes d'infos. Les Français se disent, c'est en bas de chez moi que ça se passe. Parce que quand vous regardez votre télévision, vous avez l'impression que c'est en bas de chez vous. Donc l'angoisse... que ce soit sur les chaînes d'infos, les Français savaient déjà que c'est... Oui, mais c'est pas pareil. Ces images-là, je les ai jamais vues, moi. En direct, live, les feux d'artifice, les policiers, etc. Bon, donc, je dis, ça nécessite une parole publique, une parole de l'État, une parole républicaine. Et après, un dispositif de table ronde, de Grenelle du sujet, qui permettent de traiter cette question dans tous ses aspects. Pas simplement un aspect par rapport à l'autre. On est absolument d'accord là-dessus, mais juste sur Saint-Ouen, en 2 mots, vous parlez effectivement, la première réponse que vous avez faite tout à l'heure, c'est d'envisager la légalisation pour casser le trafic. Effectivement, j'ai un peu la même réaction de Patrice, à savoir la seule légalisation, j'espère que vous envisagez, et déjà elle est discutable, c'est celle du cannabis, et non pas de tous les produits aujourd'hui qui rapportent des millions d'euros aux dealers, donc ça ne réglera pas la question économique. Et par ailleurs, ceux qui vivent aujourd'hui du trafic de cannabis, étant donné les sommes que ça génère, d'abord, ils proposeront un cannabis avec des taux beaucoup plus forts et donc avec un prix moindre, puisque l'État en profitera pour taxer. Donc sans la taxe, ça coûtera moins cher. Mais non, mais c'est évident. Vous voyez bien. Mais c'est typique. C'est typique de notre débat public. On prend une question et on est dans le débat, on dit ce n'est pas possible. Et donc qu'est-ce qui se passe à la fin ? Moi, je dis ce n'est pas souhaitable. C'est deux choses différentes. Pas souhaitable, d'accord. Donc à la fin, qu'est-ce qui se passe ? On fait rien. Non. Et on revient la semaine suivante avec des violences et on commente les violences en se disant non, mais alors c'est pas possible, hein, on va pas accepter ça. Non, je dis pas que c'est la solution. Moi, je n'ai jamais été totalement favorable à ce sujet, mais je dois quand même constater qu'il y a un problème et que si on arrivait stratégiquement à distinguer drogue dure et drogue pas douce, parce que toutes les drogues sont nocives pour l'être humain, mais bon, si on arrivait à distinguer les deux, je n'ai pas le terme, peut-être que dans la stratégie pour se concentrer sur ce qui est le sujet du jour, on aurait plus de force, plus de moyens, plus d'efficacité. Je n'en sais rien. Posons le problème. Faisons une table ronde pour régler cette question-là. Mais en 4 secondes, pour vous répondre, les brigades qui sont spécialisées dans les stupéfiants vous disent déjà que la guerre contre le cannabis, elle est perdue. Donc déjà, on ne s'en occupe plus, en fait. Donc aujourd'hui, moi, je veux bien qu'on légalise aujourd'hui le cannabis, et puis dans 10 ans, on nous expliquera que, en fait, pour essayer de casser l'économie, on va légaliser le... Mais non, mais vous... Mais en fait, attendez, je dis ça avec l'air de rigoler, mais en fait, les salles de shoot,
on ne se shoote pas au cannabis en fait. Donc c'est pour ça que je parlais des salles de shoot, c'est qu'expliquez-moi la cohérence entre dire c'est absolument atroce et on ne va pas le légaliser, et d'un autre côté on va ouvrir des salles dans lesquelles les gens ont récupéré de la drogue. Sanitaire et que c'est une question de plus. Mais oui, mais si vous voulez régler ce problème, il faut faire ça, puis voilà, il faut une mesure pénale et puis après on s'en débarrasse. Non, c'est 10 fois plus compliqué que ça. 5 petites minutes il nous reste pour débattre. Après le discours des Mureaux sur le séparatisme, à quoi va ressembler le projet de loi contre l'islamisme? Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a évoqué ce mardi la possibilité d'abandonner le terme de séparatisme dans le futur projet de loi pour celui de laïcité, voire de république, au risque de toucher au concept sensible, vous savez, de laïcité, le changement de sémantique. C'est un détail ou ça veut dire beaucoup? Comment les meilleures intentions sont remises en cause par l'absence de, là aussi, stratégie politique. Le président de la République commence son discours en disant qu'il ne s'agit pas d'un discours sur la laïcité. On se termine avec une loi sur la laïcité, avec un ministre de l'Intérieur qui parle au nom de l'ensemble du gouvernement sur un sujet qui engage le président de la République. Donc on est dans une situation invraisemblable. Moi, je pense qu'un discours présidentiel, il est sur l'unité de la République. Et que cette unité de la République, elle est contre tous les séparatismes. Alors j'entends bien et je connais bien Larry Tournel en disant qu'il y a plus de problèmes avec cette fraction chez les musulmans qui veut se séparer de la République. Mais il y a d'autres aussi qui veulent que les musulmans quittent la République. Ce séparatisme-là, ce n'est plus possible parce que ce n'est plus l'unité de la République. Donc il faut un discours, très bien, qui pose cela. Le discours était de bonne facture, on ne peut pas le contester. D'ailleurs, il n'a quasiment pas été contesté. De Marine Le Pen jusqu'à... Ah bon, très bien, on va en parler. Alors, jusqu'à Jean-Luc Mélenchon, tout le monde a fait, bon, passons à la suite. Bon, parce qu'il n'y avait pas d'angle d'attaque, ou ce n'était pas le moment dans la stratégie présidentielle des uns et des autres. Mais ceci étant dit, on n'avait pas de problème. Et puis après, tout se délite. Tout ça a été pensé comme une campagne pour réinstaller le président comme rassembleur de l'ensemble des Français. On a eu des affichages dans toute la France sur restons unis ou rassemblons-nous. On se demande pourquoi au moment du discours on est parti sur ce sujet-là. Puis, vous avez eu, alors bien sûr, François Bayrou, Estrosi, Manuel Valls qui ont loué le discours. Donc, on voyait bien qu'il y avait une opération, un sondage, machin, etc. C'était une opération de réinstallation du président de la République, pas une opération sur le séparatisme. Et donc, à la fin, on se retrouve avec la situation actuelle où tout le monde patouille. Il reste 3 petites minutes, Charlotte. Non, mais moi, je trouve ça très intéressant parce que je disais tout à l'heure que j'ai critiqué immédiatement le discours du président de la République parce que le discours, il était en 2 temps. Le premier était sur l'islamisme radical, donc une question en fait de contre-terrorisme et de maintien de l'ordre de manière générale, avec des outils qui sont déjà en place et bon, qu'on pourrait discuter, mais c'est pas le lieu là, on l'a déjà pas mal fait. La deuxième partie, d'ailleurs beaucoup plus longue de son discours, était sur la place de l'islam en France, sur la question de comment gérer l'islam, et Emmanuel Macron nous a expliqué que c'était pas à l'État de le faire, mais résultat, il en parle quand même pendant 3/4 d'heure pour expliquer comment ça va se faire par le biais du CFCM qui représente les gens qui sont de bonne volonté, mais pas beaucoup plus. Enfin bon, bref, la deuxième partie avec donc qui était sur la question de la place de l'islam en France, avec un discours qui commençait par cette phrase: tout ça n'a rien à voir avec la laïcité, et qui finit une semaine plus tard en projet de loi pour renforcer la laïcité. Donc déjà, voilà, donc ça c'était la première chose. La deuxième chose, c'est que moi malheureusement j'étais d'accord avec lui sur la première partie, à savoir que ça n'a pas de rapport avec la laïcité, d'une part parce que l'islamisme est une question effectivement de contre-terrorisme, et contrairement aux autres séparatismes, pardonnez-moi, mais depuis 3 ans, les autres séparatismes n'ont pas fait 400 morts dans le pays. Ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que effectivement sur la question de la laïcité, de l'islam, je pense que les seules questions que nous pose l'islam, et d'ailleurs il nous a parlé de l'école, il nous a parlé des piscines, il nous a parlé de la manière de se vêtir, de la manière de manger, ce sont des questions culturelles, pas religieuses. Personne n'interroge la foi ou les préceptes de la foi des femmes qui portent le voile, ou des enfants qui mangent pas de porc à la cantine, ou des femmes qui ne veulent pas se baigner avec des hommes dans la piscine. Or la question, et à mon avis, et c'est pour ça que je vous le dis à vous, c'est que vous nous parlez d'un président qui aurait dû faire un discours sur l'unité républicaine. Moi je crois que la seule question qui se pose aujourd'hui, c'est la question de la France. Et alors si j'étais un petit peu taquine, je vous dirais que les gens qui ne parlent plus que de République à la place de parler de la France font du séparatisme vis-à-vis de la culture française. Mais on a l'impression
pardonnez-moi, mais quand on écoute le président de la République et vous à l'instant, que la République est conçue simplement comme un projet d'émancipation des gens de leurs racines, de leur culture, de leurs origines et de leur religion, et tout le monde peut vivre comme ça dans la République. Or, la seule question qui nous est posée sur cette question du séparatisme, c'est en réalité... C'est en réalité la question de savoir comment nous vivons, par quel biais et par quelle culture, autour de quelle culture. Et la culture, elle est française. 30 secondes, on fera très bon, Jean-Christophe. Ce qui fait la France, c'est la République. C'est un débat qui nous oppose aux identitaires de toute sensibilité, qui oppose là la gauche à la droite depuis très longtemps. C'est la République qui fait la France. C'est à partir de la République que la France s'est constituée comme nation universelle. Non, c'était pas l'universalisme avant, à moins que vous pensiez que les conquêtes royales étaient de l'universalisme. Parce que les conquêtes de la République, c'était mais c'était autre chose, on le faisait au nom d'un universalisme. On allait porter oui, mais les conquêtes d'avant aussi, figurez-vous. Bien sûr. Le catholicisme était un universalisme. Ça, c'est un autre débat. Et ça appelle forcément un match retour. Charlotte, la semaine prochaine, ce sera face à Nicolas Bouzou, l'économiste. Merci beaucoup, Jean-Christophe Cambadélis, d'avoir été avec nous ce soir. Tout de suite, c'est Barbara Pompili qui est l'invitée de Jean-Pierre Elkabbach dans l'émission Repère. Bonne soirée à tous les deux. Excellente soirée.